centrale des troupes américaines, et ce malgré des tirs de roquettes interceptés ce matin par le système de défense américain. L'ouragan Ida poursuit sa course en Louisiane et au Mississippi. La Nouvelle-Orléans est privée d'électricité, de quoi raviver les douloureux souvenirs du passage de l'ouragan Katrina. C'était il y a tout juste 16 ans. Ovationné par tout le stade, le footballeur argentin a joué pour la première fois sous les couleurs du PSG. Ils sont arrivés les uns après les autres, recouverts du drapeau américain, les cercueils des 13 victimes de l'attentat qui a fait plus d'une centaine de morts à l'aéroport de Kaboul jeudi dernier. Les 13 soldats ont été rapatriés aux États-Unis. Une cérémonie hommage avait lieu hier sur la base militaire de Dover dans le Delaware. Parmi les 13 jeunes soldats tués, 5 avaient 20 ans. Le président américain y a assisté. Joe Biden, toujours plus critiqué par le Parti républicain pour sa gestion de la situation. Alexis Guillaume. Le visage grave et la main sur le cœur, Joe Biden a regardé défiler les 13 cercueils blancs recouverts d'un drapeau américain. À ses côtés, la première dame, Jill Biden, les secrétaires d'État et de la Défense, ainsi que plusieurs hauts gradés de l'armée. Un peu plus tard, alors qu'il s'exprimait sur l'avancée de l'ouragan Ida, le président a tenu à mentionner cette cérémonie. Dans le noir, l'électricité a été coupée. L'ouragan Ida s'est abattu sur cet état du sud-est des États-Unis. Une personne est décédée. Ouragan rétrogradé en catégorie 3, mais ça reste très élevé. C'est du de 16 ans. Avec des vents de près de 200 km/h, il balaye en ce moment la Louisiane. Il se dirige vers Baton Rouge et le Mississippi. Thomas Arms. Depuis plusieurs jours, la Nouvelle-Orléans est dans le noir complet et sans eau potable. Sur le passage d'Ida, on voit des arbres déracinés, des toitures arrachées, des façades envolées et une vingtaine de barges qui voguent au hasard sur le fleuve Mississippi, 150. Et il y a 16 ans, jour pour jour, Katrina frappait la Louisiane, puis le Mississippi. Mieux préparé, les ordres d'évacuation ont été très suivis, même si des dizaines de personnes ont décidé de rester chez elles. Mais la Louisiane fait aujourd'hui face à un défi supplémentaire. En pleine nouvelle vague de Covid, cet État connaît un très faible taux de vaccination. Les hôpitaux sont déjà débordés et les refuges ont décidé de réduire leur capacité d'accueil pour ne pas en plus devenir des espaces de transmission du coronavirus. Thomas, c'est de son côté la Maison-Blanche a annoncé l'envoi de plus de 2000 spécialistes des interventions d'urgence. Au Proche-Orient, cette rencontre israélo-palestinienne à Ramallah, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. C'était à la rencontre qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps, une rencontre qui s'est déroulée avec les touristes qui en font la demande, et ce, à une seule condition, être entièrement vacciné contre le Covid-19. La mesure entre en vigueur ce lundi et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme dans le Golfe. À Dubaï, Nicolas. Tous les touristes sont désormais les bienvenus aux Émirats Arabes Unis. Même si ce pays du Golfe accueille déjà une grande partie d'entre eux, et ce depuis plus d'un an, il n'y a désormais plus aucune condition liée au pays d'origine de ces visiteurs internationaux. En somme, la liste des pays considérés comme étant à risque du fait du contexte sanitaire est supprimée. Les autorités émiriennes exigent toutefois une vaccination complète avec l'un des sérums approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Avec le retour de la haute saison qui débute traditionnellement au mois d'octobre dans ce pays désertique, les autorités espèrent donc capitaliser sur cette mesure. Aux Émirats, le secteur du tourisme représente environ 15% du PIB et est l'un des piliers de la stratégie de diversification économique. Cette mesure coïncide aussi avec le début de l'exposition universelle que l'Émirat de Dubaï s'apprête à accueillir dans un mois. Les organisateurs espèrent d'ailleurs 25 millions de visites, un objectif inchangé malgré le report de cet événement l'année dernière. Nicolas Kérodrin, Dubaï, RFI. En Grèce, 7000 personnes ont manifesté hier dans les rues d'Athènes contre la vaccination obligatoire des soignants qui entre en vigueur mercredi en France. À partir de ce lundi, les salariés travaillant dans les lieux où le pass sanitaire est obligatoire pour les clients devront eux aussi présenter une attestation de vaccination, de rétablissement du Covid-19 ou faire des tests anti-Covid tous les 3 jours. Ça concerne notamment le personnel des cinémas, des salles de concert, des bars ou encore des restaurants. En Écosse, les Verts s'apprêtent à faire leur rentrée dans le gouvernement local. Après un été de négociations, le parti de la première ministre Nicola Sturgeon a conclu un accord avec les écologistes pour un partage du pouvoir. 2 députés verts vont donc rejoindre l'exécutif écossais. Une alliance pour verdir le pouvoir local à quelques semaines de la COP20. Arnaud est co-leader des Verts et donc futur ministre. Les partis travailleront ensemble pour construire un programme fort et ambitieux pour une reprise économique verte après le Covid-19.
Un New Deal pour les locataires et un changement fondamental de notre approche sur les transports. Ce gouvernement remanié espère un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse avant fin 2023. Sissoko sont accusés d'être impliqués dans l'affaire de l'avion présidentiel. Là aussi, question dans la presse, chasse aux sorcières ou bien opération main propre. De quoi donner du grain à moudre à vos auditeurs, Juan Gomez, puisque tout à l'heure, dans Appel sur l'actualité, on parle du Mali, justement. Oui, d'autant que cette affaire de l'avion présidentiel avait été classée sans suite il y a maintenant 3 ans. Voilà qu'elle refait surface. L'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga est en prison. Il est accusé de faux, de corruption, d'abus de confiance. Alors faut-il y voir effectivement un pas vers la fin de l'impunité ou au contraire une chasse aux sorcières, une instrumentalisation de la justice? C'est en tout cas ce que dénoncent ses avocats. Le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes déjà nombreux. Continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Appel sur l'actualité 10h10 heure de Paris, 8h10 temps universel. D'ici là, le journal Benoît Alméra, 7h30 TU. À la une, la nouvelle donne qui semble prendre forme pour la diplomatie algérienne dans le Sahel. Reportage autour du Mont Blanc pour ces sportifs de l'extrême qui trouvent plaisant de grimper quasiment 10 km de dénivelé pendant plus de 20 heures. La rentrée des élèves mexicains après 1 an et demi sans école. Et puis l'économie également, Dominique Bayard, les doutes et les incertitudes du président Kais Saied, un député interdit de voyage, témoigne au micro de RFI. Les rebelles tigréens accusent, eux, l'Union africaine de partialité envers le gouvernement fédéral éthiopien. Ils contestent notamment la nomination de l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo comme médiateur du conflit. À la une également, le grand ménage dans l'appareil sécuritaire zambien, la journée de colère annoncée au Soudan du Sud. Et enfin, du sport avec l'Afro-Basket qui se poursuit à Kigali, au Rwanda. Le Sénégal directement qualifié pour les quarts de finale. L'Algérie veut revenir en force au Mali depuis la visite du chef. La reconfiguration de l'engagement de la force française Barkhane et de la mission des Nations Unies. L'Algérie tente de poser des jalons pour redevenir incontournable dans la région. RFI Bamako, la correspondance de Serge Daniel. Le ministre algérien des Affaires étrangères est arrivé à Bamako avec le nouveau président du comité de suivi de l'accord de paix. Désormais aura une double casquette et c'est une première. Il est également envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahel. Le message est clair, Alger veut revenir en force dans le dossier malien, dans la sous-région en tout cas, peser davantage sur le cours des événements. Depuis l'arrivée dans le nord du Mali, notamment des forces onusiennes et la création de la force conjointe G5, le CEMAC, une structure militaire et de sécurité sous-régionale créée par Alger, ne fonctionne quasiment plus. Par ailleurs, l'Algérie suit de près la transformation de l'opération Barkhane en opération militaire européenne Takuba, avec le départ annoncé des troupes françaises de Kidal et de Kessalit, deux localités situées dans une région du nord du Mali avec qui elle a une frontière. Au cours de son séjour, Ramdan Lamamra a rencontré plusieurs autorités maliennes, participé à une réunion de la médiation internationale dans la crise malienne, avant d'annoncer que son pays pourrait mettre la main à la poche pour accélérer la mise sur pied de l'armée malienne reconstituée, composée d'éléments des troupes régulières et d'ex-rebelles. Serge Daniel Bamako, RFI. Et par ailleurs, nous reviendrons sur RFI sur la situation politique au Mali après l'arrestation de l'ex-premier ministre d'Ibeka, Soumaïlou Boubèye Maïga. Opération main propre ou chasse aux sorcières. Le débat à suivre avec Juan Gomez pour les appels sur l'actualité dans 1 heure. Cela fait plus d'un mois que la Tunisie vit sous un régime d'exception. La semaine dernière, le président Kais Saied a suspendu le Parlement jusqu'à nouvel ordre pour, dit-il, lutter contre la corruption, entre autres. Depuis, des interdictions de voyager et des assignations à résidence touchent une 50aine de personnalités, des hommes d'affaires, des juges et même des députés. Notre correspondant à Tunis, Mathias Rénal, a pu s'entretenir avec Anouar Benchaed, l'un des élus visés par ces mesures. Reportage. Il a beau être en colère, s'insurger, Anouar Benchaed garde cette petite voix. Là, c'est bientôt la rentrée scolaire, donc malheureusement, cette situation, ça devient ingérable pour moi et pour la famille aussi. J'ai toujours le passeport avec moi, il y a toujours la valise dans le coffre de la voiture. Lorsqu'on me dit vous pouvez partir, je vais partir de suite. Le 15 août, le député des Tunisiens de France voulait rentrer chez lui près de Marseille. Il a été bloqué à l'aéroport. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune décision écrite, ni judiciaire, ni administrative.
des incertitudes. Comment rentrer sans se faire arrêter? Qu'est-ce que le Conseil militaire de transition propose à chaque combattant pour sa réinsertion? Ce sont des questions que se posent ces combattants, les premiers à prendre langue avec N'Djamena après la mort. Idriss Déby n'ont pas eu d'écho favorable, mais depuis la mise en place d'un comité chargé de discuter avec les politico-militaires dans la perspective de la réconciliation nationale, présidé par l'ancien président Goukouni Weddé, ils se sont remis à espérer un retour au pays en sécurité, même si pour N'Djamena, il est hors de question qu'ils traversent la frontière avec leurs armes. Ceux qui n'ont rien à se reprocher pourront rentrer sans aucune inquiétude, assure une source de la présidence tchadienne. De bonnes sources au sein des mouvements rebelles auxquels sont rattachés ces combattants, on tente de contenir les velléités de retour en maniant la carotte et le bâton. La surveillance est accentuée autour de ces combattants, précise la même source. Madjasrana N'Djamena, RFI. Au Nigeria, au moins 200 élèves sont encore en captivité après leur enlèvement. Estimation de l'UNICEF hier qui condamne les kidnappings de masse perpétrés contre les écoles, les collèges et les lycées du pays. Depuis 8 mois, au moins 1000 écoliers ont été emmenés de force par des groupes armés contre des rançons le plus souvent. RFI, il est 10h37 à Addis Abeba et Mekele, les forces rebelles du Tigré dénoncent la partialité de l'Union africaine envers le gouvernement fédéral éthiopien. Les dissidents du Front de libération du peuple du Tigré contestent notamment la nomination d'Olusegun Obasanjo comme médiateur de la crise. L'ex-président nigérian avait déjà chapeauté la mission d'observation des élections générales dans le pays, un scrutin remporté par le Premier ministre Abiy Ahmed un peu plus tôt cette année. Pour les rebelles tigréens, l'UA a pris fait et cause pour Addis Abeba. Explication sur place avec notre correspondant Noé Ochebodin. Va-t-on assister à une tentative de médiation de la part de l'Union africaine pour mettre un terme à une guerre civile qui dure depuis près de 10 mois dans le nord de l'Éthiopie? L'organisation avait déjà tenté une approche dès le mois de novembre, mais l'offre de Cyril Ramaphosa avait été catégoriquement rejetée par Addis Abeba. Depuis, l'organisation elle-même basée dans la capitale éthiopienne est restée silencieuse sur cette guerre et le drame humanitaire qui en découle. C'est bien ce que lui reproche le porte-parole des forces tigréennes, Getachew Reda, selon qui il faut d'abord que l'UA reconnaisse l'existence du problème avant de pouvoir prétendre le résoudre. Accusée de partialité, l'organisation se prend les pieds dans le tapis. Il y a 2 semaines, un membre éthiopien de l'UA a posté un message qualifiant le TPLF d'organisation terroriste sur le compte Twitter de l'organisation. Très vite supprimé, ce message mine encore un peu plus la légitimité de l'UA. Alors que le rôle de représentant pour la Corne de l'Afrique d'Olusegun Obasanjo reste encore flou pour l'heure, le parti tigréen du TPLF